cette eau peut nous servir à produire de l'électricité. On a les grands barrages, on a Serre-Ponçon, il y en a beaucoup en France, hein. Euh, on peut dire qu'à hauteur de 90-95%, tout ce qui présentait un intérêt important en termes de capacité est déjà équipé. En plus, sur le plan environnemental, je pense que, compte tenu de l'impact d'un barrage d'importance, c'est pas forcément évident qu'aujourd'hui on pourrait faire les installations des grands barrages qu'on a fait dans les années 50, 60, enfin 1950-1960. C'est particulièrement là qu'on a travaillé l'hydroélectricité. On l'avait travaillé déjà un peu avant, mais vraiment là, on avait amplifié. Alors, on va pas trancher ici maintenant, et c'est pas la vocation de la chaîne de dire si c'est bien ou mal le nucléaire. Il faut savoir que il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif. Dans cette vidéo, je vais aborder une question qui m'est de plus en plus souvent posée. C'est quelles alternatives en termes de ressources énergétiques pour chauffer les habitats et quelles techniques utilisables? Dit autrement, vers quoi faut-il qu'aujourd'hui je me tourne pour pouvoir me chauffer demain? Alors cette question est de plus en plus courante et très pertinente parce qu'effectivement, on se rend compte que l'énergie est de plus en plus chère et c'est quelque chose qui va rester et qui va demeurer pour deux raisons. La première, parce que ce que l'on a beaucoup utilisé jusqu'à présent, qu'on appelle les énergies fossiles, deviennent rares. On a probablement dépassé, notamment pour ce qui concerne le pétrole, ce qu'on appelle le pic de Hubbert, c'est-à-dire qu'on aurait brûlé en 150 ans un peu plus que la moitié des réserves fossiles mondiales. Et que donc, à partir du moment où on commence à avoir une ressource qui baisse, si on a un besoin qui demeure constant ou qui augmente, ce qui est le cas, eh bien forcément, la valeur de ce bien augmente, hein. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus une chose est rare, plus elle est vendue cher. Et donc, ça ne va pas changer. Et la deuxième raison, c'est que ces énergies fossiles, au-delà du fait d'être limitées en disponibilité, sont aussi source de pollution. Pollution notamment avec les gaz à effet de serre qui provoquent des bouleversements climatiques parce qu'on relâche dans l'atmosphère du CO2 qui a été piégé il y a plus de 300 millions d'années et que donc ça fait très longtemps que c'est stocké. Ça a mis 60 millions d'années à se stocker et ça fait plus de 300 millions d'années. Et en 150 ans, on a relâché plus de la moitié de ce carbone qui a été piégé et que l'on relâche sous forme de CO2 et que donc les plantations d'arbres que l'on peut avoir sur la planète ne consomment plus, enfin ne sont pas en capacité de consommer puisqu'un arbre pour pousser a besoin de carbone, donc il en fixe, et quand on l'utilise, qu'il se dégrade ou qu'on le brûle, il relâche du CO2. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Et ben là, voilà, le cercle vertueux, on est en train de passer bien au-delà. Et donc à ce moment-là, on en fixe dans l'océan un peu d'acidification et surtout dans la haute atmosphère, gaz à effet de serre, bouleversement climatique, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, le législateur a pris une décision et qui est de limiter la possibilité de les utiliser. Alors, on ne nous interdit pas l'utilisation de ces ressources, mais on les limite. Et on tend vers une interdiction à terme. On ne peut pas faire tomber un couperet comme ça, hein, ce n'est pas possible, mais à terme, oui, ça va se produire. Et donc, soyons clairs, celui qui a une chaudière fuel ou gaz, on ne lui dit pas démonte-la demain et change par autre chose. Non, c'est simplement, il, il est possible de les entretenir, mais pas de les remplacer avec le même type de machine. En tout cas, à date février 2004, c'est ça. Alors, je fais vraiment là dans les grosses lignes, hein, mais c'est vrai qu'on entend souvent dire tu dois changer ta chaudière parce que c'est plus autorisé. Non, aujourd'hui, ça l'est encore. Alors, en plus, je reste convaincu que pour certaines de ces machines, notamment les plus récentes, elles sont vraiment très performantes et ce serait quand même dommage
d'avoir consommé des ressources pour les fabriquer et de ne pas les amortir un minima parce que aujourd'hui, oui, elles consomment, mais elles consomment peu. Et il faudrait peut-être se poser d'abord la question de comment peut-on améliorer encore leur rendement. Et souvent, quand on a une chaudière qui tourne depuis quelques années, on a un principe, une dégradation qui s'opère, qui est l'embouage du système de circulation d'eau, parce que qui dit chaudière dit chauffage central et dit en règle générale transmission de la chaleur vers les points de distribution via de l'eau. Et donc, que ce soit en circuit métallique ou en circuit plastique, pour des raisons différentes, on a de l'eau qui devient de moins en moins fluide. C'est ce qu'on appelle l'embouage. Et donc, il est nécessaire de désembouer. Et donc, c'est une opération qui n'est pas extrêmement complexe à faire, pas extrêmement coûteuse, et donc qui permet de redonner du rendement, d'améliorer le rendement du système de chauffage, et de façon substantielle quand même, hein. Donc ça, bah, peut-être faire ça pour justement continuer à pouvoir utiliser cette chaudière. Et puis un jour, bah oui, il faudra en changer. Mais ce jour-là n'est peut-être pas encore arrivé. Et donc, lorsqu'il arrivera, ben, effectivement, il faudra prendre les décisions qui s'imposent. Et que nous reste-t-il si un jour on n'a plus accès aux énergies fossiles que sont le fioul et le gaz? Quand je dis le fioul, c'est le pétrole. Mais on ne brûle pas directement du pétrole, et c'est du fioul qu'on brûle, donc que l'on a tiré du pétrole après raffinage. Et donc, nous restera quoi? Ben, nous restera entre autres le bois. Et donc, le bois, c'est une énergie renouvelable, mais la renouvelabilité du bois est limitée. C'est-à-dire que quand on fait une cueillette, une récolte, c'est parce qu'on a des bois qui sont arrivés, soit ce sont des coupes au pied, et si c'est dans un taillis, il va y avoir des rejets et on va refaire du bois. Il va falloir attendre 7, 8, 10, 12, 15 ans pour avoir à nouveau des pousses suffisamment importantes pour pouvoir les exploiter. Soit ce sont des têtards, c'est-à-dire des arbres qu'on a coupés à 2 mètres, 2 mètres 50 de haut quand ils étaient jeunes, de telle sorte à ne pas les laisser pousser sous forme de gros troncs, parce que le tronc, on le récolte une fois et c'est fini, alors que le tétard, si on l'a correctement fait dans sa jeunesse, va produire du bois de façon beaucoup plus longue dans le temps, et tous les 10, 15 ans, 8 ans, bon, ça dépend des essences, etc., on peut prélever des grosses branches dans lesquelles on va tirer du bois de chauffage. Et typiquement, ces arbres-là, on les trouvait sur les haies bocagères. On a détruit beaucoup de haies bocagères, donc bah, on n'a plus de têtards, ou pas beaucoup. Et les taillis qu'on coupait aussi régulièrement pour donner du bois de chauffage, bah, c'est pareil, on a détruit les taillis. Alors bon, pour de multiples raisons, que certains trouveront très bonnes et d'autres moins bonnes, qui sont que on a voulu faire, au lieu d'avoir des petites parcelles, de très grandes parcelles, parce que mécaniquement, bah, c'est plus facile à travailler, parce qu'on a eu un développement de l'agriculture vers de grosses exploitations, etc. Bon, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas le sujet. C'est un constat. Point. Voilà. Hein. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a surtout les forêts pour alimenter. Et les forêts, ce sont des gros arbres qu'on exploite, mais qui, eux, mettent encore plus de temps. Hein. Pour les essences les plus rapides, c'est 40, 50 ans. C'est quand même long. Hein. Alors, imaginons qu'on prenne du bois moyen, 30 ans, pourquoi pas, mais c'est là aussi quand même long. Et donc, le bois, on peut l'utiliser sous forme de bois bûche. J'ai développé dans une autre vidéo dont je vous ai mis le lien dans le descriptif, bah, tous les aléas du bois bûche, hein. Donc sa production, mais aussi et surtout quand il arrive chez nous, son stockage, la nécessité de le couper à des longueurs adaptées aux appareils de chauffage que l'on a, le transport, la manutention, le nettoyage parce que ça salit énormément les intérieurs, le fait que l'on doive gérer les cendres, le ramonage, etc. Il y a quand même beaucoup d'inconvénients, et surtout la nécessité de recharger très régulièrement, sauf à disposer d'un poêle de masse, mais le poêle de masse qui
où l'on provoque une combustion instantanée, emballée, enfin pas instantanée, ça n'existe pas une combustion instantanée, mais accélérée en tout cas, emballée on dira, pour avoir un rendement le meilleur possible et qui fait monter très haut en température très rapidement, eh bien cette chaleur, on ne va pas la distribuer tout de suite, on va la stocker dans la masse du bois, du poêle, d'où son nom de poêle de masse. Sauf qu'un poêle de masse, ça travaille par rayonnement, et le rayonnement ne traverse pas les murs. Et donc, si on a une longère avec des murs de refend, ben, il faut autant de poils de masse qu'on a d'espace entre les murs de refend. Et donc, enfin, de nombre d'espace entre les murs. Et donc, ce n'est pas forcément facile à gérer. Donc, le bois bûche, pas simple. Possible à la campagne, extrêmement difficile à envisager en ville en tout cas. En plus, faudrait-il avoir l'autorisation de faire du feu en ville. Et donc, c'est limité. Bon, est-ce que c'est bien, pas bien, juste, pas juste? Je n'ai pas de quoi trancher. Et c'est pas l'objectif de trancher ici. C'est simplement ici, on fait un état des lieux du possible. Et donc, on a le bois également sous forme de granules de bois. Et ces granules de bois, donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement du bois qu'on a déchiqueté, qu'on a recomprimé pour en faire des granules qui ont d'une part l'avantage d'avoir une capacité thermique bien définie par kilo, hein, donc on maîtrise le sujet, hein, et d'autre part facilement manipulable, hein. Donc on peut se faire livrer en silo si on a une chaudière à granules. On peut se procurer de la granule de bois, du pellet, en sac. Et à ce moment-là, si on a des poêles individuels, indépendants, hein, donc ben, tout simplement, une fois par 24 heures, ben, on remplit le réservoir de son poêle et le tour est joué, hein. Donc c'est quand même plus simple. Ça produit beaucoup moins de cendres que les systèmes de bois bûche. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Et en plus, ça s'autogère assez facilement. On règle une température et bon, ça se régule bien, hein. Ça nécessite une alimentation électrique. Alors, je sais qu'il y a des poêles, et on me rétorquera qu'il y a des poêles à pellets ou à granules qui n'ont pas besoin d'électricité. Ce n'est pas la majorité du genre, très, 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 très loin s'en faut. Et ils ne permettent pas d'avoir la régulation qu'on peut avoir avec un poêle, avec des systèmes électriques de trémies qui envoient, enfin de vis sans fin qui envoient plus ou moins de granules dans le pot de combustion, etc., etc. Les allumages électriques qui font que le poêle s'arrête et redémarre tout seul. Bon, bref, c'est quand même pas aussi simple que ce qu'on nous dit quand on nous dit on peut avoir un poêle sans électricité. C'est quand même très limité. Et donc, voilà ce qu'on peut faire avec du bois. Alors, on a encore une troisième possibilité, c'est le bois déchiqueté, mais le bois déchiqueté nécessite des volumes de stockage importants, c'est plus difficile de se faire livrer et c'est beaucoup plus souvent réservé à des installations collectives, hein. Donc, soit des grosses chaudières dans un immeuble, soit carrément une chaufferie à la tête d'un réseau de chaleur à distance, etc. Donc on abordera ces choses-là dans d'autres vidéos, hein. Mais voilà, en ce qui concerne le bois, hein. Maintenant, voyons les autres sources, les autres énergies ou vecteurs disponibles. Et ces autres solutions sont pas hyper nombreuses, hein. On a ce que la nature nous propose directement. Alors, on est tous plus ou moins bien exposés au soleil, mais on a du soleil. Et pour ceux qui y sont largement exposés, qui ont des maisons avec des terrains qui s'y prêtent bien, effectivement, on peut baser le chauffage de sa maison sur un système solaire. Alors, on a deux possibilités avec le soleil, c'est soit le solaire thermique, soit le photovoltaïque. Soyons clairs, le solaire thermique a un bien meilleur rendement que le solaire photovoltaïque, c'est indéniable. Donc ça, on ne le conteste pas. Maintenant, il faut voir dans la globalité quel intérêt y a-t-il à choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre, ou
un mix, pourquoi pas, hein. Et donc, si on fait du solaire thermique, on va avoir un rendement meilleur, mais on ne peut faire que du thermique. Le thermique, ça fait du thermique, point. Et le thermique, on en a besoin l'hiver, alors que c'est là qu'on a le moins d'ensoleillement. Et quand on a un très bon ensoleillement, c'est plutôt l'été, ben on en a beaucoup moins besoin parce que autant l'hiver, on a besoin de chauffer les habitats et de produire de l'eau chaude sanitaire. L'été, on n'a plus besoin que d'eau chaude sanitaire et ça réduit considérablement le besoin. Alors que l'électrique, certes, a un rendement moindre, mais ce qui est produit l'hiver, on va l'utiliser pour se chauffer, probablement pas de façon suffisante, hein, et il faudra probablement quelque chose en appoint, ou alors on a de grosses capacités d'installation ou un appartement, un habitat relativement petit, ou très bien isolé, ou très bien exposé, ou le tout ensemble. Et à ce moment-là, oui, effectivement, on peut peut-être se satisfaire d'un peu de photovoltaïque. Mais ça n'est pas la majorité du genre en ce qui concerne la définition des habitats. Et donc, ou en tout cas de ce que l'on trouve sur le terrain. Et donc, par contre, l'avantage du photovoltaïque, qui est insuffisant pour l'hiver, soyons clairs, hein, mais tout comme le thermique souvent l'est aussi, hein. Mais par contre, l'électricité, on fait autre chose que du chauffage avec. On peut s'éclairer, on peut entraîner des moteurs, on peut l'utiliser pour l'informatique, pour on a tous besoin d'électricité. Imaginez une vie sans électricité ou pour ceux qui ont eu des coupures ou des blackouts pour des raisons de tempête ou autres, ben, on sait très bien que quand il n'y a plus d'électricité, ça change quand même la vie, hein. Donc, et que quand elle revient, on est quand même assez content de retrouver la fée électrique, comme on l'appelait autrefois, hein. Donc, l'électricité, c'est vraiment un vecteur noble. Alors pourquoi je dis un vecteur? Parce que l'électricité n'est pas en soi une énergie. L'électricité, c'est quelque chose qui est produit, hein. Et donc, mais on va le développer un petit peu plus après. Et donc, si on utilise le solaire, on a ces deux possibilités-là. C'est le solaire thermique ou le photovoltaïque. Le solaire thermique va nous permettre plus facilement de tendre vers une autosuffisance, encore que, faut vraiment quand même une maison qui soit bien performante. Mais par contre, on n'en a pas un besoin toute l'année, en tout cas pas en grande quantité. Et en ce qui concerne le photovoltaïque, par contre, il faudra probablement de l'appoint l'hiver, ou alors avoir quelque chose d'extrêmement performant en termes d'isolation, hein. Mais par contre, toute l'année, on va pouvoir utiliser cette électricité à autre chose. Voilà les choix que l'on a en ce qui concerne le solaire. On a aussi le géothermique. Le géothermique, c'est le sol. Et le sol à 1 mètre 50 de profond, on commence à avoir quelque chose qui ne gèle pas. Et si on descend à 1 mètre 80 environ ou plus, on va avoir une température relativement stable de l'ordre de 12 à 13 degrés Celsius. Alors, ça n'est pas forcément suffisant pour être dans un confort digne de ce nom que de se dire je vais amener ma maison à 12 ou 13 degrés. Mais par contre, si j'ai un sol qui est à 12 ou 13 degrés et que ma maison, je peux l'amener effectivement à cette température-là, pour passer à une température plus élevée qui va peut-être être à 18-19 degrés, et j'ai pas beaucoup à gagner, hein. Parce que l'hiver, si on doit faire face à des températures négatives, c'est du fait de plein de choses que j'ai déjà abordées dans d'autres vidéos, et entre autres des échanges de rayonnement avec la voûte céleste et des températures négatives de l'air, hein. Et donc à 1 mètre 50, 1 mètre 80 de profond, on n'a plus ça, hein. Et donc par contre, comme on l'a vu, on va avoir de, de, de l'eau, enfin on va pouvoir se procurer de l'eau qui ne sera pas assez chaude pour chauffer la maison. Et il va donc falloir amplifier. Alors là, on va aborder un système.
le système qui est une PAC, une pompe à chaleur. Alors effectivement, elle pompe et elle produit de la chaleur. Alors quel intérêt y a-t-il à la chose? C'est que cette PAC, sans développer à outrance ce qu'est une PAC, c'est simplement une pompe qui va comprimer plus ou moins un fluide frigorigène qui va changer de phase. Dans le cadre de ces changements de phase, lorsqu'il se réchauffe ou qu'il se refroidit, il donc échange de la chaleur avec son environnement. Soit il puise de la chaleur dans son environnement, soit il en relâche. Et on va jouer là-dessus. Et donc on a deux types de pompes principalement. On a les RR, RO, c'est-à-dire que là on puise la chaleur dans l'air, et on a OO. Et cette eau, on puise la chaleur précisément en géothermie dans le sol ou dans une réserve d'eau qui elle-même est à l'abri du gel parce qu'on a un puits, parce qu'on a une grosse mare, etc. Bon, voilà. Donc on va puiser, mais on ne va pas puiser dans l'air. Voilà. Et donc, par le fait que la pompe qui va comprimer mon fluide va lui faire capter de la chaleur dans son environnement ou restituer de la chaleur dans son environnement, on peut ou chauffer ou climatiser avec ces systèmes-là, selon dans quel sens on le fait, on utilise le process. Et donc, on a avec les packs un COP. Le COP, c'est le coefficient de performance. C'est-à-dire que pour faire tourner la pompe électriquement, ce sont des pompes électriques, des compresseurs, un compresseur plus qu'une pompe, hein, et ce compresseur consomme de l'électricité, mais pour 1 kWh consommé, il va pouvoir nous restituer 2, 3, 4, 5, 6 kWh. C'est donc son coefficient de performance, c'est le rapport entre ce qu'il consomme et ce qu'il me redonne. Et donc, il consomme infiniment moins que ce qu'il me redonne. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique et c'est ce qui est possible. Et donc, ce COP, il faut simplement savoir que il est calculé pour un puisage, notamment quand c'est dans l'air, à un air au minimum à 7 degrés. Si l'air est plus bas, on comprend qu'il y a moins de chaleur disponible dans l'air, donc la pompe le compresseur va devoir tourner plus. Et donc, c'est 7 degrés ou plus, c'est la base pour le calcul. Et on va avoir de l'eau à la sortie qu'on va faire sortir à 35 degrés Celsius. Voilà, c'est ça la base du COP. Chaque fois qu'on vous parle de COP, c'est la base dans laquelle on a calculé. Et donc, si vous êtes confronté à une température d'air qui est nettement inférieure aux 7 degrés, plus l'air est bas, plus votre COP va baisser. Et si l'eau que vous sortez à la sortie de votre pompe à chaleur est au-delà de 35 degrés, plus elle va être à une température élevée, plus votre coefficient de performance va aussi chuter. Ça veut donc dire que lorsqu'on vend à quelqu'un une cope de 4, ça ne veut pas dire qu'il aura toujours et immuablement 1 kWh acheté pour 4 restitués. Ça veut dire que plus souvent, on sera vers des copes de 2, 2,5, 2,8, 3. Hein, parce que beaucoup des systèmes de chauffage anciens, quand on démonte une chaudière, parce qu'elle est tombée en panne, on n'a pas le droit de la chauffer, de la changer par exemple, hein, eh bien, lorsque l'on a des systèmes de radiateurs assez anciens, on a des températures d'eau qui peuvent avoisiner les 50, 55, 60 degrés et plus. Hein. Et donc, à ce moment-là, la machine va tourner beaucoup plus que le calcul théorique sur lequel on s'est appuyé pour nous vendre le rendement. Hein. Et donc, on va consommer beaucoup plus que ce qu'on croyait. Peut-être même que si on fait tourner la pompe à chaleur beaucoup plus par jour en termes d'heures d'utilisation, puisque tous les appareils ont un nombre déterminé d'heures au-delà desquelles ils commencent à souffrir un peu, hein, on va dire voilà, il y a des pannes, etc. Eh bien, plus on fait tourner de nombre d'heures dans
dans les premières années, bah, voilà, on a besoin de plus que ce pourquoi elle a été conçue, eh bien, moins longtemps, la machine va durer. Et donc là où parfois on escompte 20 ans de bons et loyaux services, bah, on en aura 10. Voilà. Donc est-ce qu'on aura eu le temps d'amortir? Ça, c'est autre chose. Néanmoins, voilà le principe. Et donc, la géothermie, pour y revenir, est en règle générale, notamment la géothermie de surface, puisqu'on parle de température d'eau aux environs de 13 degrés, c'est pas suffisant, il faut la faire monter, mais vous voyez, on est dans les 13 degrés de départ. Hein. Donc on est quand même au-delà des fameux 7 degrés qu'on puisait dans l'air. Et donc on a quelque chose qui est déjà une température, on part pas d'une température négative à remonter. Hein. Donc voilà, on maîtrise notre sujet. Hein, et on sait beaucoup plus où on va. Et donc, c'est cette géothermie de surface, donc à 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m de profond, sur une surface déterminée. Bon, voilà, ça c'est le calcul est fait par des gens très sérieux et très compétents. Hein, ils vous disent il faut telle surface, etc. Alors, et donc, ça va permettre effectivement de limiter le besoin d'énergie pour chauffer. Et donc là, par exemple, coupler une géothermie avec une production d'électricité photovoltaïque, ben on va peut-être se rapprocher de l'autosuffisance. Parce qu'on va avoir assez peu besoin. Alors, ça va dépendre de la surface de la maison, ça va dépendre de son exposition, de son isolation, etc., de sa performance énergétique globale, on dira. Mais vous voyez, ça, c'est une source possible. Pour les particuliers, hein, je parle pour les particuliers. On va aborder après les sources possibles pour la communauté. Hein. Donc, c'est une autre échelle. Hein. Et donc, on a aussi, pour les particuliers, la possibilité de faire une géothermie profonde. Qu'est-ce qu'une géothermie profonde? Ben, on descend beaucoup plus profondément dans le sol. Et c'est vrai qu'on peut avoir la chance de trouver de l'eau à 30, 35, 40 degrés. Hein. Et donc, si ça, c'est, faut déjà descendre quand même relativement profond. Souvent, pour trouver des eaux à cette température-là, ça va être plutôt sur du collectif. Mais imaginons que ce soit pour un particulier, pourquoi pas, ça peut se trouver. Et donc, à ce moment-là, ben, si on a une eau à 35 degrés, qu'on a une maison correctement isolée, qu'on a un bilan énergétique global pour la maison qui est déjà très bon, ben, peut-être que tout simplement, on va prendre cette eau, et on va la faire circuler, ou on va faire un transfert pour ne pas mélanger un circuit primaire qui sert à la captation et le circuit secondaire à la restitution, parce qu'il y a des problèmes d'oxydation, etc. Bon, bref. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas ou très peu avoir besoin de faire appel à de l'électricité pour amplifier le système. Et bon, on aura toujours des circulateurs, bon, ok, mais ça nécessite peu de ressources électriques, dira-t-on. Voilà, ça, c'est la géothermie. Et donc, en termes de particuliers, on a le bois, le solaire, donc thermique ou photovoltaïque, on a la géothermie, et en dehors de ça, bah, certains espèrent avoir le vent, mais faut pas rêver, parce que une éolienne, sauf à aller chercher des courants très hauts, donc de façon très coûteuse avec des autorisations que de toute façon un particulier ne peut même pas espérer avoir, bah, ça n'est pas possible. On ne fera pas grand-chose avec de l'éolien. Hein. C'est déjà parce que c'est très, très, très alternatif. Hein. Et puis parce que il y a beaucoup d'entretien, c'est mécanique, etc. Soyons clairs, en un mot, c'est pas rentable. Voilà, on va le dire comme ça. Ni environnementalement parlant, ni économiquement parlant. Donc, on oublie. Maintenant, de quoi dispose-t-on d'un point de vue global au niveau société, puisque on a des réseaux de distribution d'électricité. Et là, on est moins limité qu'individuellement pour produire de l'électricité. Et l'électricité, donc qui, je le redis, est un vecteur, hein, mais n'est pas une énergie en soi, on va devoir la produire avec quelque chose. Et on peut la produire avec de l'eau,
les systèmes, donc ce qu'on appelle l'hydroélectricité, donc avec des barrages sur les fleuves, sur les rivières, etc. On arrête, on bloque de l'eau, on crée une chute, on crée une forme de pression possible. Donc, les premières utilisations que l'on a connues étaient pour une force motrice. On utilisait localement ce qu'on avait, hein. C'était les moulins à roues. Et donc, la roue, c'est quoi? Bah, c'est de l'eau qu'on capte en hauteur, soit parce qu'on a une chute naturelle, soit parce qu'on a fait un barrage plus haut et on a un bief qui nous amène l'eau, etc. Et donc, on met de l'eau dans des godets d'une roue. Le poids de cette eau entraîne la roue, hein. C'est simplement par le poids de l'eau, ça tourne une roue. Ou autrement, on a des roues, ce qu'on appelle au fil de l'eau. Et à ce moment-là, ce sont les ailettes qui viennent dans un courant, on a canalisé, on force l'eau à passer là, et cette roue à aubes, alors là, on a des aubes extrêmement serrées, et ça n'est plus le poids de l'eau, mais c'est la force de pousser de l'eau qui va nous entraîner la roue. Mais les rendements des roues, c'est pas terrible, hein. Donc, on a amélioré les systèmes avec des, des turbines, hein. Donc, alors on en a plusieurs, hein, on a les Pelton, et cetera. Donc bon, après là, il y a des spécialistes qui, en fonction de la hauteur de la chute d'eau, en fonction de la pression, parce qu'on peut aussi donc la forcer on fait des canalisations forcées, on peut arriver à réduire les canalisations et on fait une eau sous pression, donc la pression va augmenter encore la vitesse de l'eau, donc ça va venir entraîner la turbine mécaniquement de façon plus forte, etc. Donc, en fonction des situations, il y a différents systèmes de turbines. Et donc, ça, c'est les spécialistes qui déterminent ce qu'il faut mettre. Mais c'est quand même assez rare, en tant que particulier, de disposer d'un cours d'eau suffisant pour entraîner une turbine. En plus, la législation tend à empêcher la production d'électricité, à moins de disposer vraiment d'énormes puissances de production qui ne sont en règle générale pas disponibles pour le particulier. Et donc, cette eau peut nous servir à produire de l'électricité. On a les grands barrages, on a Serponçon, il y en a beaucoup en France, hein. Euh, on peut dire qu'à hauteur de 90-95%, tout ce qui présentait un intérêt important en termes de capacité est déjà équipé. En plus, sur le plan environnemental, je pense que, compte tenu de l'impact d'un barrage d'importance, c'est pas forcément évident qu'aujourd'hui on pourrait faire les installations des grands barrages qu'on a fait dans les années 50, 60, enfin 1950-1960. C'est particulièrement là qu'on a travaillé l'hydroélectricité. On l'avait travaillé déjà un peu avant, mais vraiment là, on avait amplifié. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple, qu'on connaît bien. On a après d'autres possibilités. On a le marémoteur. Le marémoteur, on utilise la marée montante et descendante. Alors, il faut des conditions géographiques particulières, puisqu'il faut un estuaire dans lequel on va avoir de l'eau qui va remonter, parce qu'il faut la stocker derrière, tout simplement, hein. Et donc, il faut avoir un estuaire suffisamment grand. Il faut être en un lieu où on a un marnage important. Le marnage, c'est la différence d'altitude entre la marée haute et la marée basse. Elle est très variable où qu'on se situe sur une côte, hein. Et on a la chance en France d'avoir donc une des plus grandes usines, ça s'appelle une usine marémotrice, peut-être même la plus grande, mais là, je ne saurais pas le garantir, qui est en Bretagne, hein, qui est sur la Rance, l'usine marémotrice dite de la Rance, hein. On a fait un barrage à la liaison, à la sortie de l'estuaire, avant de rejoindre la Manche, puisque c'est côté Manche que ça se produit. Et donc, on a un marnage qui est le deuxième marnage en altitude au monde dans la baie du Mont-Saint-Michel. On est proche de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, on a géographiquement la possibilité de canaliser l'eau dans un estuaire encastré dans les terres, hein, avec des hauteurs de falaise suffisantes. Et on a un marnage suffisant. Donc, ouais, là, ça présente de l'intérêt. Mais il faut avoir les deux.
Et très honnêtement, en dehors de, la Rance, je ne vois pas. J'ai essayé, j'ai regardé, à mon niveau, hein. Je suis pas un grand spécialiste, mais on connaît les échelles de marée, hein, c'est facile à trouver. Et j'ai regardé, eh bien, en dehors de cette région-là, il n'y a pas. Et est-ce qu'il y a des estuaires utilisables? Non. Donc, est-ce qu'on va creuser dans des, des falaises derrière d'immenses réservoirs pour pouvoir canaliser beaucoup d'eau, la stocker et qu'elle retourne de l'autre côté? Non, hein, puisque le principe, c'est le barrage empêche l'eau de la marée montante de passer, donc ça crée une poussée. Cette poussée entraîne une turbine qui elle-même entraîne une génératrice. Et à la descente, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Et donc, bah, non, on ne peut pas aujourd'hui imaginer de grands développements en marée moteur. Par contre, on a d'autres sources. On a le houlomoteur. C'est la houle, hein, tout simplement, quand la mer bouge. Eh bien, si vous faites des installations suffisamment longues, vous allez avoir la houle. Les gens qui font un peu de bateau savent ce que c'est, hein. La première fois qu'on s'amarine, c'est précisément à cause de la houle, hein. Mal de mer, voilà. Et donc, on peut avoir effectivement des grandes installations, vous voyez, qui vont bouger comme ça. Et là où il y a l'articulation, on peut, par des systèmes d'engrenage, récupérer une force mécanique qui va, là aussi, entraîner une turbine, qui va entraîner une génératrice. Donc, c'est possible. On l'a aussi avec... Donc, on peut aussi utiliser, on attache un bras au fond de l'eau, hein, et en fonction de la houle qui fait monter ou descendre, ben là aussi, au point d'articulation, on peut récupérer de l'énergie qui va entraîner, là encore, une génératrice. On a les courants marins. On a quelques grands courants marins en France, on a le raz Blanchard, etc. On a quelques courants marins. On essaie de le développer. C'est beaucoup plus difficile que de turbiner de l'air dans un courant aérien, mais ça se fait. On progresse en tout cas, et pour aujourd'hui, on n'a pas encore atteint la maturité du principe. Ça, c'est donc les courants marins. Alors, en ce qui concerne l'eau, on en a à peu près fait le tour. Alors, reste un des derniers points qu'on peut utiliser avec l'eau, qui est le système des steps. Step, c'est une marche, un escalier en anglais. Et donc, lorsque l'on a un excédent de production d'électricité, par exemple pas avec du photovoltaïque, on a énormément d'électricité qui est produite à une période où il y a un super ensoleillement, on consomme très peu. Eh bien, si on a deux réserves d'eau avec des altitudes différentes, on a de l'eau qui est en bas, on peut la prendre avec des pompes électriques qui vont être alimentées par cette électricité qu'on n'en aurait pas consommée, donc qui nous aurait de toute façon posé problème sur le réseau, hein. Eh bien, on va la consommer pour remonter l'eau au sommet. Et quand l'eau est au sommet, eh bien, si par exemple on n'a pas de soleil la nuit, ce qui est quand même assez courant, hein, ou il est rare en tout cas d'avoir du soleil la nuit, hein, désolé, mais c'est comme ça, eh bien à ce moment-là, on peut effectivement dire, tiens, on va peut-être remonter l'eau dans la journée, et on va la turbiner la nuit si on en a besoin, ça va nous donner de l'électricité, et on va la remonter dans la journée parce qu'on a du photovoltaïque, ou pour le vent, etc. Voilà, c'est une possibilité, hein, et ça, c'est déjà largement utilisé, mais je pense qu'on a encore un peu de potentiel de ce côté-là, hein. Mais notamment, vous voyez, au niveau du renouvelable, on a quand même des potentialités qui ne sont pas énormes, hein, donc c'est comme ça. On a l'éolien également. Alors l'éolien avec ses défenseurs, ses opposants, parce que euh, je connais assez bien un endroit pour y vivre où il y a un projet d'éolien qui a largement divisé la commune et toutes les communes alentours, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors, on va pas trancher ici si c'est bien ou pas bien. Simplement, à un moment donné, l'éolien, bah, il a l'avantage d'exister, il y a du vent, on le sait. Il a pour inconvénient d'être intermittent et qu'on ne sache pas forcément longtemps à l'avance quand est-ce qu'on va en avoir ou pas. 2 ou 3 jours, on voit quand même maintenant, on a, au niveau météo, c'est assez précis, donc on sait à peu près, voilà. Mais au-delà de ça, on peut passer, des semaines entières sans vent.
Et donc, ben, on a de belles éoliennes et elles tournent pas. Et puis, des fois, le vent est trop fort, hein. Et donc, on sait qu'une éolienne, elle produit environ 25% du temps, hein. Pour avoir un vent établi, correct, bien, rentable, etc., c'est à peu près à 25%. Donc, on sait calculer le taux de rentabilité. Est-ce que l'investissement va être amortissable, etc., etc. Bon, voilà. Euh, alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je le redis, on ne va pas trancher ici. Mais c'est une source possible, pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'une société. Et donc, déjà pour l'acceptabilité, faudrait peut-être faire un petit peu comme en Écosse, où en Écosse, en fait, ce ne sont pas des grosses entreprises qui viennent exploiter, mais c'est la communauté locale qui est largement investisseur dans le système. Et quand on en tire profit, on a déjà plus tendance à l'accepter que quand c'est pour se dire je vais produire de l'électricité pour la grande ville d'à côté. Voilà. Donc, point. Je ferme le débat. Enfin, ce n'est pas un débat. En tout cas, pas ici, pas sur la chaîne. C'est pas là qu'on va trancher. C'est une source possible. Et donc, que ce soit pour l'éolien ou l'hydraulique ou le photovoltaïque, si on en produit trop à un moment donné, on a rempli les steppes, les fameux réservoirs, on ne sait plus qu'en faire parce que on va pas stocker l'électricité sous forme de batterie électrique parce que c'est extrêmement coûteux, polluant, etc. Et ça, on va éviter, hein. Et donc, même si on peut en stocker un peu, mais faut pas imaginer qu'on va le faire à grande échelle et surtout pas sur du long terme, des longues durées. Et donc à ce moment-là, on a l'autre volet dont on entend parler de plus en plus, qu'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, soyons clairs, il y en a un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Bon, ok, il paraît qu'on en a de plus en plus dans le sous-sol, on en découvre, etc. Pour le moment, je n'ai pas de renseignements qui me disent que c'est mature et qu'on sache l'exploiter. Il y a de la potentialité à voir, et j'espère qu'on pourra l'exploiter, parce que ce serait intéressant. Bon, après, il ne faut pas qu'on s'en serve pour polluer, mais bon, a priori, il n'y a pas de risque en dehors de l'installation elle-même, hein. Et donc, sinon, l'hydrogène, eh bien, il faut la produire. Et cet hydrogène, pour produire, aujourd'hui, c'est beaucoup d'origine du gaz naturel que l'on traite pour en tirer de l'hydrogène. Alors, bon, c'est quand même un petit peu dommage d'utiliser encore une ressource fossile pour produire quelque chose qui n'est qu'un vecteur, parce que l'hydrogène, c'est comme l'électricité, hein, c'est un vecteur, hein, c'est pas une énergie en soi, hein. Et donc, le plus souvent, on fait de l'hydrolyse, hein. On prend de l'eau, une cathode, une anode, et bon voilà, d'un côté on va avoir de l'oxygène, de l'autre on va avoir de l'hydrogène, je ne sais plus laquelle produit laquelle, j'ai jamais été un grand chimiste, mais c'est le principe général. Et donc, cet hydrogène, on va dans une pile à combustible, donc reproduire de l'énergie avec, hein, donc un peu en thermie et un peu en énergie mécanique. Mais quand on produit de l'électricité, on a déjà une perte de rendement. Quand on produit de l'hydrogène avec de l'électricité, on a encore une perte. Et quand on reproduit avec l'hydrogène quelque chose pour entraîner, on a encore une perte de rendement. Donc, quand même, c'est pas forcément la voie royale vers le rendement optimum. Et en plus, il faut du volume. Alors, j'entends parler de temps en temps d'avions à hydrogène. Alors là, ça me fait doucement rigoler, parce que pour être un petit peu passionné d'aviation, mais bon, là encore, je ne suis pas non plus un ingénieur aéronautique ou quoi que ce soit, hein. Mais bon, on a des passions comme ça, dans l'existence, j'ai toujours aimé ça. Eh bien, à part à l'époque des pionniers de l'aviation, où on était content de décoller et de faire 2 ou 3 kilomètres et de se reposer, c'était déjà un exploit. Aujourd'hui, si on envisage du transport aérien, c'est sur des distances au moins moyen courrier, voire long courrier. Parce que pour le court courrier, pour aller de Paris à Lyon ou de Lyon à Marseille ou à Nice, on a des trains. Alors, ok, le train, c'est pas parfait. Ok, pas toujours à l'heure. Ok, 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 plein de choses. Tout ce qu'on veut. Néanmoins, on a des possibilités. Et donc,
d'un point de vue rendement environnemental, le train ne pourra pas lutter avec l'avion. Ça n'est pas possible, hein. Et donc, en ce qui concerne l'avion, il faut chercher à avoir du long courrier. Mais au moins du moyen courrier. Et donc, il faut une capacité d'emport de carburant pour faire la distance, hein. Et compte tenu du rendement de l'hydrogène, en gros, la carlingue de l'avion, qui est ce qu'on remplit de passagers, eh ben, peu ou prou, ça correspond à peu près à la taille du réservoir nécessaire pour faire une distance digne de ce nom. Et donc, à ce moment-là, ben, on auto-transporte de l'hydrogène pour recharger, mais on ne peut pas mettre de passagers ou très peu. Et donc, le rapport énergie, coût et pollution, etc., pour le nombre de personnes transportées, est vraiment très, très, très mauvais, voire nul, voire pas possible. Donc, on oublie les avions à hydrogène, hein. Faut arrêter. Alors, on a le droit de nous dire que, etc., oui, mais vous allez voir, on va trouver des solutions. Ouais, bien sûr, bien sûr. Puis un jour, on rasera gratis aussi. Bon, voilà. On peut tout faire, on peut tout rêver. À un moment donné, bah, il y a le principe de la réalité qui est là quand même, hein. Et donc, ouais, l'hydrogène, OK, un secours, mais je pense pas que ça soit une voie royale. En tout cas, pour chauffer les maisons, c'est sûr, non. Voilà. Donc, soyons clairs là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant pour l'électrique? Ben, il nous reste aussi les centrales nucléaires, hein, où on prend des atomes, euh, on fait de la fission, et donc, au moment où on explose l'atome, eh bien, on a une énorme diffusion de chaleur, hein. On le fait à base d'uranium, on peut le faire avec d'autres choses, du thorium, etc. Il y a pas mal, mais bon, c'est toujours le même principe, hein. Et c'est donc la chaleur récupérée suite à l'explosion de cet atome que l'on va donc chauffer de l'eau, on va produire de la vapeur, cette vapeur va entrer sous pression, et elle va entraîner une turbine à vapeur, et la turbine à vapeur va entraîner une génératrice qui va produire de l'électricité, hein. Donc une centrale nucléaire, c'est une énorme cocotte minute, hein. Point. C'est une machine à vapeur, hein. C'est Denis Papin. Bon, un peu amélioré quand même, reconnaissons-le, hein. Mais ça n'est pas sans effet secondaire. C'est-à-dire que on a quand même des déchets qui nous posent un peu de problème. Un peu est un faible mot. Mais on a aussi une production d'électricité et on en a besoin. Alors, on va pas trancher ici maintenant, et c'est pas la vocation de la chaîne de dire si c'est bien ou mal le nucléaire. Il faut savoir que il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif, hein. Et donc, dans le positif, oui, c'est pilotable. En partie, parce qu'il y a quand même un temps de réponse. C'est pas aussi simple que de dire, tiens, je vais turbiner de l'eau et dans le quart d'heure, on vide un réservoir supérieur pour turbiner et réalimenter le réservoir intérieur et remonter ensuite. Ça, c'est un temps de réponse très court. Une centrale nucléaire, c'est quand même une grosse machine et c'est des temps de réponse, c'est pas de l'ordre du quart d'heure ou de la demi-heure, hein. Faut arrêter de nous chanter la messe avec ces bêtises-là, c'est pas vrai. Ou alors, ce ne sont pas les centrales type EPR ou autre, hein. Et donc, mais malgré tout, il y a une certaine pilotabilité. Et pour la saisonnalité des besoins, ça peut être très bien. Et donc, après, on a donc a priori des réserves de minerais, enfin de minerais, d'uranium entre autres et d'autres, hein, qui sont importants, hein. Alors après, malheureusement, c'est dans des régions qui sont, bah, c'est pas la France, hein, on n'en a pas chez nous, on en a eu un peu dans le Limousin, etc. Mais il y a belle lurette qu'on a consommé tout ça. Et donc, il faut l'importer. Ce ne sont pas toujours de grandes démocraties. Alors, il y a des démocraties, hein, on en trouve en Australie, etc. On va pas dire que l'Australie, c'est pas une démocratie, hein. Mais bon, les Australiens, les Canadiens, quand non, bah, se réservent un petit peu leurs ressources, hein. Donc, nous, on va actuellement, par exemple, on achetait au Nigeria, bah, c'est pas terrible aujourd'hui, hein, d'aller acheter là au Niger, hein, c'est pas terrible d'aller acheter là-bas. Et donc, parce que, bah,
politiquement, on n'y est plus très bien vu, hein. Euh, et donc, bah, néanmoins, on arrivera à se fournir, hein, on arrivera à se fournir. Euh, mais ça n'est pas sans effet secondaire. Ça chauffe de l'eau qu'il faut refroidir, donc on utilise nos fleuves pour ça. On a déjà passablement de fois chauffé trop l'eau des fleuves et ça pose problème d'un point de vue euh, conservation de la biodiversité, parce qu'on détruit des milieux, parce qu'on monte de 2, 3, 4 degrés au-dessus de la température d'équilibre du fleuve, il n'est pas fait pour ça, et il y a de la disparition d'espèces végétales, animales, etc. Euh, Parce que ça produit de la vapeur d'eau, hein, donc chaque fois qu'on voit ces tours aéro-réfrigérantes des centrales nucléaires, et Dieu sait qu'en France on en a quelques-unes, eh bien on voit ces volutes de vapeur d'eau qui repartent. À une époque où on se dit l'eau va nous manquer, etc., il faut quand même se poser toutes les questions nécessaires, hein. On a les étiages des fleuves et des rivières qui baissent. Donc, est-ce qu'on pourra continuer à refroidir des grosses unités? Rien n'est moins sûr, hein. Donc, si on s'installe en bord de mer, on a les montées des niveaux de l'eau. Est-ce que tout ça, à terme de 50, 80 ans, 100 ans, ça sera toujours aussi possible? C'est pas plus sûr que ça non plus, hein. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de soucis. Donc, tout ça pour se dire que, de toute façon, l'énergie est déjà beaucoup plus chère qu'elle n'était il y a 10 ans. Elle va continuer à monter parce qu'elle va devenir de plus en plus limitée en termes de diversité des ressources et en termes de volume disponible. Et comme on a de plus en plus de besoins, puisqu'on élimine les autres sources, que sont les fossiles, eh ben on se retourne vers les renouvelables. Les renouvelables, on vient d'en faire le tour. Bah, voilà, à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution que ça. Donc, la voie royale, à mon sens, est aujourd'hui d'aller vers de l'autoproduction. Et l'autoproduction, donc photovoltaïque ou solaire thermique, je vous ai dit, ma préférence, elle est plutôt vers le photovoltaïque parce que c'est vraiment une capacité de produire un vecteur qui va être utilisable à plein d'usages et en toute saison et au fil de l'année. Donc, on a quand même beaucoup plus de destination. Et si on devait dire qu'une ressource est plus ou moins noble, l'électricité, c'est quand même plus noble que la chaleur. La chaleur, c'est pas qu'on n'en a pas besoin, mais c'est que c'est limité. Voilà. Et donc, il serait bon aussi qu'on aille vers la vertu, hein, c'est-à-dire vers diminuer nos consommations. Donc, on s'habitue à chauffer moins, qu'on s'habitue à vivre de façon plus frugale, pas forcément dans l'inconfort, mais à miser sur d'autres pistes de confort. Et ça, on va faire d'autres vidéos là-dessus, hein. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire en termes de vidéo, enfin en termes, pardon, dans cette vidéo qui traite donc de vers quoi faut-il aller, hein. Donc, pour se faire une synthèse, je pense que la première des choses, c'est d'essayer de voir comment on peut avoir moins de besoins. Ça, c'est la base. Donc, moins de besoins, on peut jouer sur la surface, on peut jouer sur la température, on peut jouer sur des zones qu'on va utiliser ou pas selon les saisons, hein. Donc, ça, c'est les premières choses. On peut jouer sur la performance énergétique de l'enveloppe et on peut jouer sur comment on va mettre en accord nos besoins de ressenti de confort et les capacités de nos habitats à nous fournir ce besoin de ressenti de confort. Donc, s'appuyer sur leur qualité pour en tirer le meilleur parti possible et corriger leurs limites pour les rendre moins impactantes, voire les corriger complètement, les faire disparaître, et en tout cas, ne pas leur laisser une place qui nous mette dans l'inconfort. Donc voilà les grandes pistes vers quoi je crois qu'il faut aller. Et en ce qui concerne l'énergie, si on peut être autosuffisant, c'est vraiment mieux que de dépendre d'un réseau. Maintenant, si c'est dépendre d'un réseau et devenir autonome, mais au prix d'une gabegie
ou d'un délire d'installation, ça n'est pas bien non plus, hein. Et donc je pense que l'autonomie est possible pour certains parce qu'ils sont très sages, mais sûrement pas pour tout le monde. Voilà ce que je souhaitais, enfin en tout cas ce que sont mes convictions, hein. À très bientôt!